Donc voilà, nous allons commencer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous introduisons la notion de fonction. Euh, Nous avons vu dans les chapitres précédents, nous avons un peu vu les notions un peu de façon générique sur les fonctions. Donc aujourd'hui, nous prenons les fonctions dans sa forme intégrale et nous allons les étudier. C'est quoi une fonction? Sous Haskell, une fonction est considérée comme une boîte noire. Alors, dans cette boîte noire, on fait des traitements. Ces traitements sont faits à partir de certains algorithmes. Donc, nous utilisons des algorithmes pour faire des traitements. Mais pour faire ces traitements, cette boîte noire prend en entrée des données. Donc, nous avons les données là en entrée et produit en sortie des résultats. Nous avons des résultats en sortie. Je veux expliquer cela avec un exemple très précis. Je vais prendre quelque chose que vous utilisez régulièrement dans la cuisine, le mixeur. Vous voulez produire un jus de fruits. Dans votre mixeur, vous mettez des choses. Dans le mixeur, en lui-même, vous ne connaissez pas comment le moteur est fait. Donc, on sait que le moteur là, avec tout ce que ça inclut, ça connaît mixer des choses. Donc, si vous mettez un peu d'ananas, un peu de pastèque, un peu d'orange, passez au mixage, vous obtenez un jus de fruits. Alors, dans votre moulinex, ce que vous mettez comme élément, un peu d'ananas, un peu de pastèque, un peu de papaye, un peu d'orange, c'est ça les entrées qui est représenté sur notre schéma en rouge. Une fois que vous avez mis ces éléments, vous appuyez sur le bouton aller mixer. Le mixeur fait le travail. À la fin, donc, vous obtenez le jus de fruits qui est représenté par la flèche verte. Alors, tout ce qui permet de mixer, c'est ça que nous avons représenté là-bas par les roues d'Ampère. Voilà en réalité comment une fonction fonctionne sous Haskell. Alors, comment on représente ce qui est dans la boîte noire? C'est ça que nous allons voir. Comment on passe les entrées et comment on sort les résultats. C'est ça que nous avons fait globalement dans ce chapitre. Donc, nous passons à ce qu'on entend par déclaration d'une fonction. La dernière fois, nous avons vu comment on écrivait le type d'une fonction. On a même interrogé le type d'une fonction sur Haskell. On a, dans le terminal, on a vu les fonctions note. C'est ça, non? On a vu les fonctions from integral. Et on a vu le type. On dit voilà comment c'est que ça prend en entrée. Voilà ce que ça donne en sortie. On a vu qu'il y a des fonctions qui prennent même plus d'un paramètre. Par exemple, la fonction add. Donc, sur Haskell, pour avoir une fonction, il y a deux étapes à faire. La première étape, c'est la déclaration de la fonction. La deuxième étape, c'est la définition. La deuxième étape, qui est la définition, c'est là où nous définissons, nous travaillons essentiellement sur ce qui est représenté par les roues dentées sur notre schéma. Maintenant, la déclaration pour dire que la fonction, si voici son type. Et la règle générale pour dire que voici le type d'une fonction, ça consiste à écrire le nom qu'on donne à la fonction, le type de ces éléments d'entrée, bien le type des entrées et le type de sortie. Donc,
en ce moment, vous aurez défini le type de la fonction. Donc, donner le type de la fonction, c'est ça qu'on appelle déclaration. Et cette déclaration donc suit la syntaxe générale. Le nom de la fonction, my function name, c'est le nom de la fonction. Vous mettez 4 points. 4 points, on l'a déjà vu. Qui veut dire a pour type. As type of. Vous avez dans les crochets, ce qui est dans les crochets là, c'est ce qui est optionnel. Ça peut être présent comme ça peut ne pas être présent. Après donc ces données optionnelles, vous avez à la suite type of input 1, type of input 2, ainsi de suite, type of input n et type of input, type of output. Pardon Félicien, on ne peut pas highlight parce que c'est le slide, ça va passer au slide suivant. Oui. Donc, ici, les types of input 1, type of input 2 sont séparés tous par des flèches. Nous avons là les flèches qui les séparent. Donc, et entre type of input n et type of output, nous avons toujours une flèche. Donc, nous sommes en train de donner là les types d'entrée de la fonction. Type of input 1, type of input 1, type of input 2, type of input n. Ici là, c'est les types des données d'entrée. Type of output, c'est le type de sortie. On vous dit que, pardon, dans cette écriture, on peut ne pas avoir, elle ne peut être 0. C'est-à-dire, on peut ne pas avoir d'entrée. Mais on doit toujours avoir une sortie. Donc, si n est 0, ça veut dire qu'on n'a rien comme entrée. Mais on doit toujours avoir quelque chose en sortie. Donc, une fonction peut ne rien prendre en entrée, mais doit toujours sortir quelque chose. Dans ce cas, c'est des fonctions qu'on appelle fonctions constantes. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle définition d'une fonction. La définition d'une fonction, à quoi cela consiste? Ça consiste donc à dire que, bon, voilà, si nous avons les entrées, voilà comment nous allons combiner les entrées pour avoir les sorties, ou bien la sortie. Donc, cela consiste donc à écrire la fonction, le nom de la fonction, suivi de la liste de ses paramètres. La liste des paramètres de la fonction, généralement, c'est représenté par des lettres, mais le plus souvent, on écrit des chaînes de caractères en minuscules qui seront telles que ces chaînes seront significatifs. C'est-à-dire que si j'ai en entrée, par exemple, c'est l'âge d'un enfant que j'ai en entrée, je peux écrire âge avec les lettres minuscules. Alors, la liste des paramètres, les paramètres sont séparés par les espaces et non par les virgules comme dans d'autres langages. Parce que vous qui avez déjà fait certains langages, lorsque vous avez plusieurs paramètres en entrée d'une fonction, vous les séparez par les virgules. Vous mettez entre parenthèses. Non. Sous Haskell, les paramètres d'une fonction sont séparés par les espaces. Alors, après les paramètres qui sont séparés par les espaces, on a le symbole égal. Donc, nous avons à gauche de l'égalité
le nom de la fonction séparé par l'espace de la liste de ses paramètres. Puis on a égal. À droite de égal, nous écrivons donc les algorithmes qui nous permettent d'obtenir la sortie. C'est ce qu'on appelle le corps de la fonction. Haskell étant purement fonctionnel, ce qui est à droite, généralement, c'est une expression. Comme je disais tout à l'heure, quand on définit une fonction, généralement définie par la fonction par son expression, on dit directement f de x égale à x carré plus 2x moins 5. C'est une expression qui est en fonction de x. X ici est l'entrée. Donc, si on a comme entrée x et y, et on veut utiliser x et y comme sortie, à gauche, à droite de l'égalité, nous allons donner comment nous combinons les deux entrées x et y pour avoir la sortie. Ça doit être une expression. Donc voilà globalement, de façon générique, comment nous définissons la fonction. Donc jusqu'à ce niveau, je peux résumer en disant que pour créer une nouvelle fonction, la bonne pratique nous demande de donner d'abord son type qu'on appelle généralement la déclaration de la fonction. La deuxième étape, c'est définir la fonction. Définir la fonction, c'est donner, à partir des entrées qu'on s'est données, on définit l'expression qui définit la sortie. Donc, voilà, donc nous allons passer à un exemple. Si nous prenons la fonction add square, je m'excuse un instant. La fonction add square est une fonction qui prend en entrée deux paramètres x et y. Nous avons écrit son expression là-bas en mathématiques, qui est la fonction qui prend en entrée x et y, et en sortie nous donne l'expression x moins 3 au carré plus y moins 2 au carré. Cette expression est écrite en mathématiques. Alors, si nous voulons définir cette fonction sous Haskell, alors nous écrivons add square. Voilà, nous définissons son type. En fait, qui est la déclaration? Donner la c'est ce qu'on appelle déclaration de la fonction. On donne le type de la fonction. Moi, c'est moi qui donne le type. J'impose. Je dis que je prends en entrée, la fonction doit prendre en entrée un entier. J'ai imposé que ce soit un entier. Un deuxième entier et produit en sortie un entier. J'ai là la déclaration de la fonction. J'ai donné le type. Donc, j'ai donné le type d'entrée et le type de sortie. Puis, j'ai défini maintenant la fonction. Je passe à la deuxième étape qui est la définition. Alors, je dis que add square prend en entrée deux paramètres. J'ai appelé les deux paramètres A et B. Ça pouvait être peut-être, je peux mettre hauteur et peut-être largeur. Mais j'ai choisi les lettres A et B. Vous voyez, c'est en minuscule. Ça commence avec la lettre minuscule. Ça doit commencer par la lettre minuscule. Je dis c'est égal à A moins 3, le tout au carré, plus B moins 2, le tout au carré. J'ai défini exactement l'expression mathématique là, sur Haskell. Ce qui est à noter ici, c'est que vous voyez bien, je n'ai pas mis A et B entre parenthèses, je ne les ai pas séparés avec la virgule. C'est avec les espaces. Et vous voyez que je les utilise de l'autre côté tout naturellement, comme s'ils étaient des entiers. C'est-à-dire, j'ai déjà assumé qu'ils sont des entiers. Je peux faire un entier moins 3. Alors, dans l'écriture A-3, le 3 là, Raoul, le 3 est considéré comme quoi? Soit int.
Oui, le 3 est pris comme int, mais globalement, le 3 n'est pas un int. Le 3 est pris comme un nom. C'est-à-dire que si nous regardons le type de 3 sur Haskell, on va voir que 3 est un type qui implémente la classe num. C'est-à-dire c'est un type qui peut être un entier, un entier int, un entier integer, ou bien un word, ou un float, ou un double. Ça peut être aussi un nombre décimal. Normalement, 3 peut être considéré comme 3,0. Mais comme j'ai imposé que A est un entier, parce qu'on a dit le premier paramètre là-bas, c'est un entier. Voilà. Alors, il voit que A est un entier. Lui considère maintenant 3 comme un entier. Il fait ce qu'on appelle en Haskell une inférence. Donc, il définit, il donne à 3 automatiquement un type qui est maintenant int. Il fait donc la différence entre deux int. Donc, c'est le même raisonnement pour B-2. Et on obtient donc la définition de la fonction. On peut appliquer donc la fonction à un nombre. D'accord? Alors, nous allons donc utiliser cette fonction. On va définir cela. Et on va essayer de... Nous allons essayer de nous appliquer un peu pour prendre la main. Les nouveaux d'aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez pas encore l'environnement installé. Oui, je vais le faire. Pardon? Comme ça, Ah oui, ils peuvent le faire en ligne. Oui, oui. Avec REPL 8. Rappel, oui. Donc, allez sur REPL 8 pour vous créer un compte. Je vais venir vous aider tout à l'heure. Donc, je vais donc faire apparaître mon terminal. Et on nous a dit de créer un fichier appelé artsquare.hs. Donc, peut-être en attendant que tu configures, je vais juste ajouter un petit détail que le nom des fonctions également commence par la minuscule. Oui, merci Félicien. J'ai oublié ce détail. Donc, je vais faire ceci, 4 points quittés, 2 points quittés, pardon. Donc ici, ce que je vais faire, je vais créer mon fichier. Donc je vais créer mon fichier. Je vais donc faire touch. On a dit add square.sh. Ah, merci, c'est HS. Tu devrais peut-être nettoyer aussi. Ah oui. Pour permettre. Ah oui, la taille. C'est un fichier HS. Haskell. Donc le fichier étant créé, je vais donc faire le nano là. Ça va sur le. Donc je suis donc dans mon fichier.
Alors, je vais définir la fonction add square. Donc, pour ne pas perdre le temps, je vais le prendre dans la fonction. Je vais prendre ici pour coller. Fais donc paste. Alors, je sauvegarde. Alors, je vais passer donc dans mon REPL. Je fais donc HTI. Je fais deux points load du fichier. Le fichier compile correctement. OK. Le fichier étant compilé, j'ai donc ma fonction déjà en mémoire. Je peux donc appeler cette fonction-là. Mais je vais revenir sur notre sur le cours pour que vous puissiez voir. Nous avons créé le fichier. Dans le fichier, nous avons mis la définition de la fonction. Ah, on nous dit dans le fichier de mettre plutôt ceci. J'ai mis tout complet. Je reviens donc sur le fichier. Je vais faire le quit. Alors, sur Haskell, pour commenter, mettre deux tirets comme ceci. Pour commenter une ligne. Donc, je vais commenter d'abord cette ligne-là. Donc, ça veut dire que c'est mieux d'effacer. OK. Qu'est-ce que je fais? J'efface plutôt la borne. Je vais prendre ici. Là, je fais CTRL X. Donc ici, je load le fichier, compilation correcte, je fais dans deux points d'exclamation. On voit bien le terminal. Alors, ma fonction est déjà en mémoire. Je peux demander son type. Je veux dire rappeler quelque chose ici. Alors, ce que je veux rappeler ici, c'est quoi? C'est que je n'ai donné que la définition de la fonction dans mon fichier. Je n'ai mis que la définition de la fonction dans mon fichier. C'est ce que l'activité me dit ici. Je vais mettre juste la définition. Donc, je mets la définition, ce qui est fait. Il me demande de le charger. Je l'ai chargé. Il me demande donc de demander le type. D'accord. Ici, on me demande de demander le type. Donc, je rentre sur mon terminal et je demande donc le type de add square. Je dis donc, pour demander le type d'une fonction, on écrit deux points type. Le nom de la fonction add square. Je commence à écrire et je tape tabulation. Ça complète parce que le me reconnaît déjà. Et regardons donc le type. Le type est avec cette partie. Oh, j'ai oublié d'expliquer cette partie dans la définition globale. Il y a cette partie qui est optionnelle. On les appelle les contraintes. Donc, nous avons
plutôt en entrée quelque chose qui est générique. Nous avons là un type A, un autre type A, et le type de sortie, c'est un type A. Donc, on dit que A doit être un nombre. Alors, le type de la fonction que nous avons obtenu comme ça, c'est un type obtenu par inférence. Nous avons laissé Haskell nous donner le type plus générique de la fonction. Ce qui n'est pas une bonne pratique. Ce n'est pas une bonne pratique. La bonne pratique, c'est que nous devons nous-mêmes donner le type de la fonction. Et pour donner le type de la fonction, on donne le type des entrées et le type des sorties. D'accord? Donc, il faut faire gaffe. Sinon, vous serez pris dans votre propre piège à un moment. Vous allez travailler avec des choses, vous allez passer parfois certaines données, on va vous dire que non, vous n'êtes pas tenté de respecter parce que vous avez laissé que Haskell lui-même définit. Donc ici, pour corriger, il faut donc mettre le type. Alors pour mettre dans le type, je vais prendre le type ici qui est celui-là. Pardon. Et je mets dans ce type dans la fonction, dans le fichier. Je fais 2.8. J'appelle dans nano. Et je mets dans la définition. La bonne façon, c'est d'écrire la définition, la déclaration avant la définition. Donc, je sauvegarde. Et je passe donc à la compilation. Je fais 2.load. J'ai dans la compilation. Je peux appeler maintenant le type. Le add square. Si je prends le type, vous voyez que maintenant, il ne me donne pas un type générique, comme ici tout à l'heure. J'ai exactement le type que j'ai mis dans le fichier. D'accord. Alors, j'ai défini ma fonction. Comment je peux alors l'utiliser? Ça me sert à quoi? Je peux l'utiliser. Pour utiliser cette fonction, il suffit donc que je l'applique à deux entiers. Donc, je peux utiliser add square. En faisant donc add square. Alors, je lui passe des valeurs. Je peux lui passer la valeur. On peut prendre par exemple quoi? 2, 5. Merci Raoul. Et nous avons le résultat 10. Ça ne vous convainc pas. On fait 2 moins 2. 1. C'est 2 moins 3. 1. 2 moins 3 moins 1. Le tout au carré 1. Plus 5 moins 2. 5 moins 2, 3. Le tout au carré 9. 9 plus 1, 10. Donc, vous voyez que ça marche bien. Donc voilà, ce que je viens de faire là, j'ai dit que j'ai appliqué la fonction add square avec les deux entrées là. Et on a comme sortie 10. Et voilà la sortie, vous voyez les deux entrées. Chaque fois que je vais appeler add square, avec les deux paramètres, je vais toujours obtenir 10. C'est pour ça qu'on parle, si c'est une fonction, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc voilà un peu comment on peut utiliser une fonction. On a pris là-bas une fonction en mathématiques, on l'a traduit en sur Haskell. On voit comment on peut l'utiliser. Donc, je reviens donc ici. Oui, oui, entre.
Donc, nous avons là l'exemple que nous venons de faire. Nous avons fait notre activité. Nous avons appliqué la fonction aux paramètres 2 et 5. Ici, on vous dit par exemple d'appliquer avec 4 et 7. Vous pouvez refaire à la maison, vous utilisez 4 et 7. Maintenant, nous allons voir la notion d'expression conditionnelle. Tout à l'heure, quand j'expliquais la notion de définition d'une fonction, nous avons la partie qui est à droite de l'égalité. Nous avons dit que cette partie-là doit en réalité être une expression. Donc, il y a ce qu'on appelle expression conditionnelle. C'est que vous voyez en d'autres langages de programmation qu'on appelle le if-else. Donc, la même construction de if-else existe sous Haskell. Et la syntaxe globale de cette construction, c'est celle qui est affichée. If. Regardez bien. Après le if, c'est un espace. Vous écrivez la condition. On écrit la condition. Puis, c'est suivi du mot-clé then. Lorsque vous écrivez then, ce qui suit, c'est l'expression qui sera retournée, qui correspond, qui sera retournée lorsque la condition est vérifiée. Dans le cas où la condition n'est pas vérifiée, on a le false expression. C'est le false expression qu'on obtient. Donc voilà globalement, de façon générale, comment fonctionne la construction if-else sous Haskell. Nous avons là la syntaxe générale. C'est aussi simple. Donc, nous avons vu que le gros des fonctions, c'est comment définir la fonction. Parce que nous avons dit que la partie qui est à droite de l'égalité dans la définition d'une fonction, c'est là où nous écrivons nos algorithmes. La partie qui est à gauche, c'est que pour dire que voilà la fonction et voilà ses paramètres. La partie qui est à droite de l'égalité, c'est là où nous écrivons tous nos algorithmes. Alors, il y a plusieurs façons de définir les fonctions. Je vais prendre un cas simple que vous avez eu à faire en terminale. On prend la fonction f de x égale à x moins 2. Si x est supérieur à 2, supérieur ou égal à 2. Et c'est égal à x moins 1 si x est inférieur à 2. Strictement inférieur à 2. Vous voyez qu'on définit deux expressions. On vous donne deux expressions pour une même fonction. Mais on vous donne les conditions dans lesquelles on doit utiliser la première ou la deuxième. Il y a des fonctions où on vous dit déjà que voilà, f de 0, ça doit être 1. F de 2, ça doit être 3. Maintenant, si on n'est pas 0, si on n'est pas 1, voilà comment on écrit f de x. Je vais prendre la fonction mantis. Pour la fonction mantis, qui est partie entière de x moins x, on connaît déjà pour les nombres entiers. L'image des nombres entiers, c'est toujours 0. C'est pas vrai. On a vu la fonction partie entière tout à l'heure. Quand vous prenez la fonction partie entière de x moins x, bien, si vous voulez x moins partie entière de x, pour les nombres entiers, c'est toujours 0. Donc, on peut dire si x appartient à z, f de la fonction mantis de x est 0. On est d'accord? Dans le cas contraire, la fonction mantis, c'est quoi? Voilà, c'est en fait, c'est effectivement, c'est sa partie entière moins x. Et en ce moment, vous voyez que vous avez déjà, on connaît déjà les valeurs des nombres entiers. Donc, vous pouvez déjà dire que f de x égale à
0 si x appartient à z. F de x est égal à x moins partie entière de x. Sinon. Donc, sur Haskell traite aussi des cas de ce genre. Il y a beaucoup donc de façons de définir les fonctions. Sur Haskell, il y a jusqu'à 5 façons. L'une des premières, c'est ce qu'on appelle le pattern matching. Le pattern matching veut dire que quoi? Les entrées respectent un certain pattern, c'est-à-dire que un certain modèle. Et vous dites que si c'est le modèle-ci, voilà comment je définis ma fonction. Si c'est tel modèle, voilà comment il définit ma fonction, ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le pattern match. Et voilà un peu sa définition. Pour mieux comprendre ça, il faut passer sur un exemple. Donc, je veux donner par exemple, écrire les nombres, écrire la prononciation du nombre. Je vais écrire une fonction qui sort en sortie le nombre écrit en toutes lettres. Dans le cas où le nombre est entre 1 et 5. Si le nombre n'est pas entre 1 et 5, je dis que bon, je ne connais pas bien. Le nombre n'est pas entre 1 et 5. Donc, je peux définir donc la fonction pour 0, pardon, pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 et pour 5. Pour 6 et autres, à toi, à partir de 6 en montant, ou bien pour tout nombre qui est supérieur à 5, je définis la sortie. Alors, sur Haskell, je peux écrire exactement comme en mathématiques, je le disais tout à l'heure. Si je veux l'écrire sur Haskell, comment je vais écrire une telle fonction? Avec la condition if. Alors, avec le pattern matching, je n'écris pas avec le if. Avec le pattern matching, je vais écrire comme ceci. Je vais donc ouvrir un fichier rapidement. Oui. Je vais ouvrir un fichier ici. Je vais l'appeler comment? Je peux prendre quel fichier pour modifier. Vous modifiez add square. On peut modifier add square. Je vais le renommer par pattern matching. Ok. Donc, écrire la suite. oui, je peux écrire la suite. Je peux donc définir la fonction, je vais dire cname. C'est number name. Alors, le cnumber name, quel est son type? Je définis son type. C'est ça la déclaration. Il doit prendre à l'entrée quoi? Un nombre entier. Int. Est-ce qu'il prend encore d'autres entrées? Non. Et en sortie, le nombre en lettres qui est une chaîne de caractères. Alors, les chaînes de caractères en anglais c'est string. On peut écrire tout simplement string. Mais comme on a vu la dernière fois, les strings ici, c'est une liste de caractères. On peut également écrire comme ceci, parce que les listes s'écrivent avec les crochets. Et à l'intérieur, je mets car. Pour dire qu'on sort une liste de caractères. Mais je vais écrire le type qui est plus significatif, qui est bien pour la lecture, qui est string.
Donc, j'ai donc le type qui a été donné. Donc, j'ai la déclaration qui est faite. Maintenant, je fais la définition de la fonction qui consiste à écrire le nom de la fonction, suivi de paramètres d'entrée. Mais ici, nous faisons une définition qui suit une certaine règle qu'on appelle le pattern matching. Ce que l'exercice me dit, c'est que je dois donner le nom, en tout cas je dois donner l'écriture en lettres du nom pour les nombres allant de 1 jusqu'à 5. Et dans le cas contraire, je vais dire que le nombre n'est pas entre 1 et 5. Donc, je vais définir d'abord pour 1. Si c'est 1, qu'est-ce que je retourne? Je retourne la chaîne de caractères 1. Je fais la même chose. Si c'est 2, si c'est 2, je retourne la chaîne de caractères 2. De même, si c'est 3, je retourne la chaîne de caractères 3. Si c'est 4, je retourne la chaîne de caractères 4. Et si c'est 5, je retourne la chaîne de caractères 5. Maintenant, les autres cas, je vais dire... Alors, quand ce n'est pas 5, je peux représenter le reste de cas par une lettre X. Je dis que le nombre n'est pas entre 1 et 5. Tout simplement. Donc, voilà une façon de définir. Alors, j'ai défini pour le paramètre 1. J'ai défini un corps quand le paramètre d'entrée 1. Donc, je peux spécifier mon paramètre. Comme nous avons dit tout à l'heure, que c'est généralement, c'est les lettres. Ça peut être directement l'entrée, une entrée précise. Quand c'est 2, je peux définir. Donc, Haskell nous permet de faire ça. Et une écriture comme ça, c'est ça qu'on appelle le pattern matching. Donc, lorsque vous définissez une fonction un peu de cette façon, on parle de pattern matching. Donc, je peux sauvegarder et je peux compiler. Monsieur, j'ai une question. Oui. Monsieur, l'avantage du pattern sur le if, c'est quoi? Parce Alors, que le if, c'est bien possible. c'est très faisable. Mais si je veux faire la même chose avec le if, alors vous allez voir comment le if va rendre ça très touffu. C'est une très belle question. Hein? Alors, si je prends... Oui, vous l'ajoutez quelque chose. Alors, si je commence à écrire avec le if, je vais prendre ces deux premières lignes pour commencer. Et je vais appeler ça avec le if. With if. Donc, qui prend les mêmes entrées et les mêmes sorties. Maintenant, ici, là, je vais passer plutôt quelque chose de générique. Point X. Alors, je vais commencer. If. On a vu les constructions if. Si X égale 1, on doit écrire le then. Donc, la bonne façon, c'est indenter
Je vais dire then. Je fais ceci. Et en bas du then, je mets le else. Else. Maintenant, le else ici, c'est une autre expression. Je mets encore notre if. D'accord? Je fais donc if x égale 2. D'accord? Alors, je reviens là et j'indente. Je fais then. Et je fais dans son else. Maintenant, je fais encore un autre if. Regardez comment ça devient compliqué à lire. Est-ce que vous voyez comment la condition if ici commence à être compliqué à lire? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il est très facile de se tromper ici. Avec les listes, comment on a pris les listes là? Oui. On me disait que ça pouvait un peu être. Donc, on dit si x est dans l'intervalle 1, c'est. On fait un peu une expression en notation en compréhension. Un peu si x est dans 1, c'est fait comme ça. S'il est hors de cela, tu dis que tu ne peux pas. Oui, je comprends bien ta question. Est-ce que en Haskell, je peux facilement écrire si x est dans un 5 avec le if, je peux bien écrire. Hein. Pour écrire si x est dans un 5, c'est juste écrire un if comme ça. If 1 inférieur ou égal à x inférieur, alors j'écris plutôt supérieur, inférieur ou égal à 5. Alors, j'écris ça, pour écrire ça sur Haskell, c'est pas ça le problème. Je vais dire then. Je mets then là. Je vais afficher quoi? Je vais toujours faire mon if que j'avais déjà commencé au début là. On est d'accord? Donc, écrire la condition si c'est entre 1 et 5 ne résout pas encore le problème. On revient toujours un peu à la même situation. Il faut toujours gérer le cas où c'est 1, où c'est 2, où c'est 3, où c'est 4, où c'est 5. On est d'accord? Donc, regrouper tout ça entre 1 et 5 ne résout pas encore le problème. Donc, je pouvais continuer, comme je disais tout à l'heure, je peux continuer mon if si. Hein. Je peux continuer. Parce que je peux mettre ici la else. Je mets encore un if. X égale 3. Je mets là. Then. Je fais dans le else. Vous comprenez déjà que c'est déjà tout fait. Ce sera moins lisible que ceci. Pour lire ceci est plus difficile que lire celui-ci. D'accord. Donc voilà une écriture encore qui correspond au if else si, mais qui est plus claire. Donc du coup, je pourrais dire que pour 1, je fais ceci. Je définis un corps pour l'entrée 1. Je définis un autre corps pour l'entrée 2. Je définis le corps pour l'entrée 3, ainsi de suite. Et lorsque l'entrée n'est pas ceci, parce que lorsque vous écrivez comme ça, lui, arrivé ici, il dit que l'entrée n'est pas ceci. Alors, comment ça se passe? Quand Haskell veut évaluer ceci, si vous lui passez par exemple 3, il vient et dit, est-ce que 3 c'est un nom? Il ne passe pas là. Est-ce que 3 c'est 2 noms? Quand il arrive là, on a pour 3. Il effectue ceci et il a fini. Lorsque ce n'est ni 1, ni 2, ni 3, ça veut dire qu'il comprend immédiatement que tu es en train de dire de faire ceci. Il fait donc ça. Parce qu'on comprend très bien. Donc, lorsqu'on écrit comme ça, il se comporte aussi bien comme en mathématiques. Donc, c'est ce genre d'écriture qu'on appelle le pattern matching.
Donc, je vais revenir rapidement sur le cours. Et on va donc passer à la deuxième façon de définir les fonctions. La deuxième façon, c'est ce qu'on appelle le WAR. Le WAR, c'est aussi un peu comme le pattern matching, hein, qui correspond aussi au if-else. Seulement que tu définis une sorte de condition ou bien de propriété que les différentes propriétés que les entrées peuvent respecter. Et pour chaque propriété, tu définis le corps de... Oui, effectivement, on définit les propriétés de l'admin, on définit les propriétés de l'utilisateur, et on dit que si l'entrée, c'est un admin, voilà le corps qu'il faut faire. Si l'entrée, c'est un utilisateur, voilà le corps qu'il faut faire. Soit ce que c'est déjà bien fait. Donc, elle a très vite compris, elle a même déjà assimilé ça à quelque chose qu'on utilise déjà. Donc, voilà. On commence donc à tester si une propriété est vraie. Et lorsque la propriété est vraie, on définit l'expression qui sera en sortie. Dans le cas contraire, on peut définir une autre propriété. Ainsi de suite. Et Haskell commence à évaluer la première. Est-ce que la première propriété, si la première propriété est vraie, alors Haskell en sortie donne donc l'expression correspondant à cette propriété. Donc, je vais prendre, on a un exemple là. Bon. Ici, nous avons notre exemple que j'ai implémenté dans le cours maintenant, mais nous allons implémenter nous-mêmes. Ça nous donne cette occasion d'implémenter nous-mêmes. On dit l'exemple vous demande de donner l'indice corporel d'une personne, étant donné son poids et sa taille. Pour calculer l'indice corporel d'une personne, c'est le poids sur la taille au carré. Oui. Donc voilà. Nous pouvons écrire cette fonction. Je vais donc faire apparaître là. On va prendre le même fichier. On pourra dans le même fichier mettre cette fonction-là. Alors, le what se définit comment? Si je veux faire le tel indice corporel. Alors, ça prend en entrée, on donne d'abord son type. Qu'est-ce que ça prend en entrée? Le poids et la taille. D'accord. À partir du poids et de la taille, nous allons calculer l'indice de masse corporelle. Et on a dit que le poids sur le carré de la taille. Voilà. Et lorsqu'on va calculer, notre fonction doit donner en retour, on va vous dire si la personne est obèse, s'il a le bon poids, ou si on dit ok, lorsque
vous avez un indice inférieur à 18,5. Alors vous êtes, hein, c'est le, on va dire quoi, le sous-poids. Le sous-poids, ce n'est pas normal. Oui. Si vous avez un poids, un indice de masse corporelle qui est entre 18,5 et 25, alors vous êtes considéré comme vous avoir un poids normal. Si c'est entre 25 et 30, vous êtes en surpoids. Et lorsque c'est supérieur à 30, vous êtes obèse. Donc voilà, on a tout défini. Nous avons donc, quelles sont les valeurs que nous avons? 18,5, nous avons inférieur à 18,5. Nous avons entre 18,5 et 25. Nous avons entre 25 et 30. Et nous avons au-delà de 30. D'accord? Et ce que nous prenons en entrée, c'est quoi? C'est le poids et la taille. La définition est donnée où? C'est ça ici. Donc, on a dit que ceci divisé par le carré de la taille. Donc, le poids divisé par le carré de la taille. Donc, je reviens donc sur mon fichier et je vais donc l'implémenter. On peut considérer la taille. Le type de la taille peut être considéré comme quoi? Hein? Un float. Pourquoi vous avez choisi le float? Oui, la taille, c'est généralement un nombre décimal. Tu as 1,5 mètres. Mais si on considère en centimètres, pourquoi tu ne prends pas dans une entier? Donc, tu vois, ça dépend dans quel contexte tu te places. Tu dis, bon, ça peut être un nombre décimal parce que je peux construire le poids plutôt en mètres. Donc, tu t'es fixé déjà une unité dans ta tête. C'est ça que nous parlons. Alors qu'un autre peut faire ça avec les int, il ne sera pas hors sujet, mais il s'est mis dans le contexte où l'unité, c'est le centimètre. Donc, comprenez que on n'impose pas. C'est selon comment tu conçois le problème dans ta tête. Nous avons deux entrées. Le type du deuxième entrée, de la deuxième entrée, le poids. Aussi un float. En fait, c'est masse. Poids, Bon. c'est un peu par abus, quoi. On est déjà habitué à poids, mais c'est la masse. C'est la masse. Merci, Félicien. Et le type de l'indice de masse corporelle doit être un float. Mais toujours avec votre même raisonnement où on prend les nombres décimaux parce que vous êtes mis dans le contexte où l'unité c'est le mètre. On peut aussi mettre là les double précision. Donc une fois que j'ai donné le type, je donne donc la définition. Alors, je donne la taille. Oui, j'ai choisi maintenant. On a dit que ça doit, les arguments là doivent commencer par les lettres minuscules. Le nom de la fonction doit aussi commencer par les lettres minuscules. Si vous voyez bien, je choisis toujours les lettres minuscules. Par contre, les types, vous allez bien voir, c'est les majuscules. Donc, je prends la taille, puis je prends le poids, la masse. Si tu permets, est-ce qu'il y a la possibilité d'augmenter la police? Ah oui, oui. 11 000 là. Peut-être tu peux sélectionner et faire le contrôle, essayer de...
Pardon. Et l'éditeur. Oui, peut-être c'est l'éditeur. Non, ça c'est la tabulation. Caractère. Voilà, 12. Je peux changer ça. Le cocher en haut, là, Oui. le cocher en haut. Attends, vous avez dit le caractère. Là, ok. Après, on va marquer. Tu vas marquer. J'ai pas l'impression que c'est ça. On va dire que ça va faire, ça va. Ah bon? Ah, ok, oui, c'est vrai. En avant, je fais dans sélection là. Ok. Cocher en haut. Oui, continue de cocher en haut là parce que ça fait des interlignes. Ça fait les interlignes. Moi, ça va arriver. C'est bon. C'est bon. Ok. Donc, nous avons la taille et nous mettons notre symbole égal. Et alors, à ce niveau, ce que Haskell me dit, c'est que je n'écris pas directement égal. Je mets ici là le symbole qu'on a vu tout à l'heure qu'on appelait pipe, le OR. C'est ou bien la taille divisée par la masse est strictement inférieure à 18,5. C'est ça, hein? En mode divisé par Pardon? divisé par La masse, divisé par pardon, masse divisée taille par ah non, on n'a même pas besoin. Taille au carré. Si ceci est, on va dire, inférieur à 18,5, alors je définis le code. Je vais dire quoi? Sous-poids. Sous-poids. Ah, on s'est trompé donc ici. Donc la sortie n'était pas une faute. La sortie, c'est plutôt une chaîne de caractères. Donc je mets ici string. Donc nous mettons là sous-poids. Je vais à la ligne. Peut-être il faut aligner le pipe de l'autre côté pour que ce soit plus lisible. Effectivement. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est on met un peu comme ceci pour que ce soit plus lisible. Donc, lorsque cette condition est vérifiée, alors voici ce qui est exécuté. Oui, oui, oui. Lorsque cette condition est vérifiée, alors voilà ce que nous retournons. Dans le cas contraire, je vais donc mettre l'autre condition. Je dis, pardon, ou bien le rapport là, ce rapport
peut être supérieur ou égal à 18,5. Je fais donc 18,5 inférieur ou égal à ce rapport. Et lorsque le rapport est inférieur ou égal, est strictement inférieur à 22, 25. On a dit ici que c'est quoi? Normal. Donc je dis que égal ou normal. Pardon. Donc, pour la deuxième condition, pour le deuxième intervalle, j'écris la condition tout naturellement. Je fais la même chose pour ce qui va entre 25 et 30. Entre 25 et 30. Je dis ceci, si je suis entre 25 et 30, alors j'ai surpoids. Mais j'écris entre 25 . Est-ce qu'on peut faire l'informatique sans faire le copier-coller? Surpoids. Alors ici, il y a deux situations. On peut écrire le rapport là supérieur ou égal à 30. Supérieur ou égal à 30 égale obèse. Le 0, le point au milieu, c'est bien haut. Tu peux faire la différence avec celui-ci. Le O majuscule. Obèse. Donc voilà ce que il va attirer votre attention ici. Ici, comme c'est le reste de cas. Parce que pour ce rapport-ci, il n'y a que soit c'est strictement inférieur à 10,5. Si ce n'est pas inférieur à 10,5, soit c'est entre 18,5 et 25. Si ce n'est pas entre 18,5 et 25, soit c'est entre 25 et 30. Si ce n'est pas entre 25 et 30, alors c'est supérieur ou égal à 30. Donc vous pouviez écrire cette condition ou bien vous pouvez mettre tout simplement otherwise. Comme ceci. Otherwise. Otherwise, on obèse. Donc, autrement. Autrement, par rapport à d'autres cas. Oui. Donc, c'est tout ce qui n'est pas considéré en toute correspondance qui tombe dans un cas qui ne correspond pas à ce qu'on a spécifié plus haut, va tomber dans le cas. Tout ce qui ne tombe pas dans les autres cas que nous avons définis précédemment tombe dans otherwise. Je vais ajouter quelque chose. Oui. Je pense que l'écriture du 8.5 inférieur ou égal à masse divisé par taille au carré inférieur ou égal à 25, nous devons la diviser en deux instructions. Des expressions qui sont 18.5 inférieur ou égal à masse divisé par taille au carré et je pense qu'on a besoin d'un et là. Oui. Ces deux expressions. Et aussi les parenthèses qu'on peut mettre autour de la division. Oui. Effectivement. Donc ici, je l'ai écrit comme ça d'abord un peu sous forme mathématique. Donc comme il a dit, parce que j'ai d'abord écrit ça, j'écris d'abord ça pour que vous voyez sous forme mathématique. Maintenant,
C'est en fait, c'est deux inégalités. Et souvent, ce que ceci n'est pas acceptable, si on compile ça, alors ça va planter l'avantage. Merci Félicien. J'aurais dû oublier de rappeler bien ça. Donc ici, la première condition, ça va. La deuxième, donc, c'est deux inégalités. C'est écrit d'abord que celui-ci est inférieur à celui-là. Puis écrit que celui-ci est inférieur à celui-là. Donc je vais faire copier. J'enlève donc ceci. Et je mets le et. On a vu que le et, pardon. Et comme échelle ici, là, donne sur quel bouton? Ah. Là, alors, voilà, le voici. Nous avons et masse sur taille au carré inférieure à 25. Donc, la bonne façon pour bien lire, il faut mettre les parenthèses. Donc, je prends la première condition, qui est celle-là. La deuxième condition, c'est qui doit être inférieur à 25. Voilà. Oui, on fait la même chose ici. Je copie ça. J'encadre le tout avec mes parenthèses. OK. Le reste, ça va. Donc, comme on disait tout à l'heure, ici, vous pouvez écrire otherwise, vous pouvez écrire vraiment la condition. En écrivant la condition, ça ne gêne pas. Mais otherwise, moi, je préfère otherwise parce que je sais que ça prend le reste des cas. Peut-être en écrivant ma condition, là-bas, je peux même faire une erreur. Donc, je conseille plus otherwise. Mais ça peut aussi être lisible si vous écrivez vraiment la condition. Ça va dépendre de vous. Donc, voilà comment on peut définir. On a défini ici, cette façon de définir la fonction est appelée le quad, lorsqu'on utilise le pipe. Regardez bien comment ça s'écrit. On a le nom de la fonction. On a les paramètres. C'est à la suite des paramètres qu'on commence à mettre la condition. Mais on met le pipe. On écrit la condition. On donne le corps. D'accord? Voilà l'expression qui est retournée. Puis, le pipe suivant, condition. Après la condition, nous avons le corps. Ainsi de suite. Et le dernier cas, comme je vous disais tout à l'heure, je vous conseille de mettre otherwise. Donner le corps suivant. Voilà comment on définit les fonctions avec la méthode du quad. Oui. Donc, une fois de plus ici, je vais ajouter que, tout comme le premier cas, nous avons le pattern matching avec les différentes valeurs possibles de x. Ici, l'évaluation va aller dans l'ordre tel qu'il est spécifié. On va commencer par vérifier la première condition. Si elle est bonne, alors le résultat sur quoi est retourné. Sinon, on passe à la deuxième, ainsi de suite. Donc, l'ordre là est bien respecté dans l'évaluation. Effectivement. Merci Félicien pour cette précision. Donc nous allons retourner au cours et on va passer donc à la troisième méthode pour définir les fonctions. Ok, donc Félicien me signale qu'il faut qu'on prenne une pause. Donc on va revenir donc après continuer avec les autres méthodes pour définir les fonctions. Donc on va prendre une pause de quelques minutes.